Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les profondeurs de Vénus de Derek Kunsken, lu par Philippe Smolikowski. Chapitre 1. 1er mars 2255 SI, 45 km au-dessus de la surface de Vénus. « On peut peut-être encore le rapiécer », dit son père en français par radio. Des éclairs distants crépitèrent dans la bande radio. Des gouttes d'acide sulfurique s'écrasèrent sur la visière du casque de Pascal. Il baignait dans une brume jaune. Les orages commençaient rarement si profonds sous les nuages, mais les plus gros pouvaient se frayer un chemin jusque-là. « Je nous donne 5 minutes, dit Pascal. 10, maximum. Donne-m'en une. Il sentit un frisson de peur dans son abdomen. Il jouait avec le feu, malgré ses estimations. Il se tenait sur la tête d'une des grandes plantes vénusiennes qui vivaient dans les nuages, ce qu'ils appelaient un chalutier. Toute la flottabilité de la plante lui venait de cette tête bulbeuse d'environ 5 mètres de large. Dessous pendait une longue queue, 40 mètres de fibres de carbone terminée par un lest en bois. Les chalutiers se promenaient dans les nuages de Vénus, voire dans la brume brûlante en dessous, leurs longs câbles en carbone attirant les éclairs et amassant des charges d'électricité statique. Georges-Étienne et ses enfants possédaient une douzaine de ces chalutiers, rassemblés en une flotte très étendue par des voiles réglables fixés sur leur tête. Des greffes de matériel supplémentaire les avaient tous transformés en usines minuscules. Les citernes et l'équipement hydraulique de celui-là permettaient d'obtenir de l'eau par craquage de l'acide sulfurique. Il n'aurait pas dû plonger autant, mais ses pompes ligneuses tombaient en panne. Même si Pascal pouvait en traverser le sommet d'un bout à l'autre en 5 grandes enjambées, c'était une île, extrêmement précieuse pour survivre dans les nuages. Et cette île n'allait pas tarder à disparaître. « Minute, dit Pascal. « Calice, jura son père. Sauvons ce qu'on peut sauver. La brume était impénétrable. Le soleil brillait d'un orange spongieux à cet endroit-là, et la visibilité se dégradait fortement au-delà de 1000 mètres. Peut-être un orage sévissait-il juste à côté d'eux sans qu'ils n'en voient rien. Un éclair crachota dans la bande radio, et le grondement du tonnerre parvint peu après jusqu'à eux. « Tabarnak !» jura de nouveau Georges-Étienne. « Bon, d'accord, passe-moi une corde. » La situation ne préoccupait pas moins Pascal. Il vendait de l'oxygène, de l'eau et les métaux lourds qu'il récupérait dans les cendres volcaniques au sein de la couche de nuages inférieurs, mais acheter un nouveau chalutier était au-dessus de leurs moyens, et en apprivoiser un sauvage n'avait rien de facile. Perdre celui-là ne ferait que les rendre d'autant plus pauvres. Pascal attacha la corde par son milieu au mât qui se dressait au sommet du chalutier, en fit descendre une extrémité à Georges-Étienne, tandis qu'il nouait l'autre à un sac gonflable. La moitié inférieure ne tarda pas à se tendre, écrasant en partie les mauvaises herbes noires tout en longueur qui colonisaient l'extérieur des chalutiers. Tirant sur la corde, Pascal remonta une cuve métallique luisante du gel hydrofuge à pH élevé qui la protégeait de la pluie d'acide sulfurique. Un tuyau flexible sortait de son sac. Il en connecta une extrémité à la cuve et l'autre au sac, pour qu'il se gonfle d'oxygène. En attendant que cela se fasse, il affala la voile et dénoua toutes les cordes, puis revint hisser 3 autres cuves et un récipient en bois tissé par leurs soins à partir des parois et résines d'anciens chalutiers. Il n'aurait pas le temps de transformer en quoi que ce soit d'utile les restes de ce chalutier-là. « Pas ?» appela-t-il. « On a 6 minutes, tu penses ?» Le crachotement des éclairs dans la radio se succédait presque sans interruption. « Oui. »« Et si on coupait le câble ?»« On n'y arrivera jamais à temps.
répondit Georges-Étienne. « Ou alors, il sera trop lourd pour nous. »« J'ai 2 ballons flottants en plus et une scie. Laisse-moi essayer. » Dans le temps que dura le silence de son père, il y eut 3 nouveaux crachotements parasites. Des éclairs jaillissaient quelque part devant eux à leur altitude. Son père était-il en train d'effectuer les mêmes calculs que lui? Comparait-il le temps que mettrait l'orage à leur tomber dessus, celui nécessaire pour sectionner le très résistant câble en fibre de carbone, et la perte que représentait ce chalutier? Georges-Étienne poussa un grognement, et son casque apparut, luisant d'acide sulfurique, derrière le rebord du chalutier. Pascal l'aida à terminer l'ascension. Au fil des ans, de nombreuses brûlures d'acide avaient bruni et noirci la combinaison de survie de pas, rapiécée un peu partout. « Passe-moi les outils, je vais le faire. Si l'orage te semble tout près, cours te réfugier dans l'habitat. Je suis plus costaud que toi, pas, et plus rapide. Fais-moi confiance. Toi, gonfle les ballons et sauve tout le reste. » Son père attrapa les ballons de couleur sombre. « Sois prudent. Et quand je dis qu'on se tire, on se tire. »« Oui, pas, » répondit Pascal en lui tendant l'extrémité d'une nouvelle corde. Il descendit sur le flanc du chalutier, glissant sur la vase et les plantes spongieuses, jusqu'à se retrouver pendu au rebord. Pour trouver les prises de pied suivantes, il lui fallut balancer les jambes en se tenant fermement par les mains et faire progresser ses pieds centimètre par centimètre. Sur tout le ventre du chalutier pendaient des herbes brunes dont dégoulinait de l'acide sulfurique. Il dut chercher les cordes entre elles. À l'aplomb de la tête, serrant le long câble entre ses jambes, il descendit d'environ 1 mètre. Il bloqua ensuite la corde entre ses cuisses et sortit sa scie. Il devait se méfier de tout ce qui était pointu. Même un trou minuscule pourrait laisser entrer une goutte d'acide dans sa combinaison. Les colons n'avaient jamais intéressé Vénus, qui sautait sur la moindre occasion de ne plus les avoir dans ses jupes. Il pratiqua à la scie des entailles de chaque côté du câble en carbone et y attacha la corde qu'il avait apportée. Elle n'était pas encore tendue. « Tu peux remplir les sacs, pas ?»« D'accord. » Une légère secousse dans la corde, puis une forte traction. « Je vais couper vite. »« Vas-y. » Pascal enfonça les dents de la scie dans le câble et se mit à l'œuvre. En début de vie, les chalutiers arborescents étaient des pousses d'à peine 1 mètre de long, suspendues sous leurs plantes génitrices. Une fois seuls dans le vent, ils récoltaient l'électricité des nuages ainsi que le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Des enzymes structuraient le carbone en nanofilaments et conservaient dans des bulbes l'oxygène assurant leur flottabilité. Lorsque le poids des chalutiers les entraînait trop profond dans l'atmosphère, les câbles cessaient de croître et les têtes grossissaient, se gonflaient d'oxygène. Dès l'instant où, conduits par leur flottabilité, ils atteignaient des altitudes moins chaudes, leur métabolisme ralentissait et les inévitables fuites d'oxygène finissaient par les faire replonger dans les couches nuageuses centrales et inférieures. Les chalutiers menaient une existence lente et élégante dans des corps qui n'étaient jamais tout à fait les mêmes d'un jour à l'autre. « Tu as bientôt fini ?» demanda Georges-Étienne. « J'arrive à la moitié, » grommela Pascal en redoublant d'efforts. « J'ai gonflé un autre ballon. J'espère qu'il supportera tout le poids. » Une lumière aveuglante rétroéclaira un instant les nuages devant eux, avant que le tonnerre résonne dans leurs os. Le câble grinça, des milliers de ses filaments s'aidant et s'enroulant sur eux-mêmes. Scier devint moins difficile. Le poids tendait jusqu'au point de rupture les filaments restants. Entre les jambes de Pascal, le câble frémit, manquant de le faire glisser. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. « Et toi, prêt à sauter ?»« Je ne demande que ça. » Il réinséra la scie dans l'entaille.
Sa respiration embua l'intérieur de sa visière et le crachin d'acide sulfurique cessa. Mauvais signe. Le vent s'en prit à lui. Il tira la scie sur les taurons et soudain, le monde bascula. Le haut du chalutier partit d'un coup vers le ciel, tandis que le câble et le lest tombaient vers la surface. La corde qui assurait Pascal se tendit brutalement, et il resta suspendu, sans un geste, tandis que bulbe et câble disparaissaient. Le choc sembla vouloir lui arracher l'épaule, mais il ne lâcha pas la scie. L'intérieur des cuisses le cuisait, tandis qu'il tournoyait dans la brume brun-jaune, dépassant le câble, déjà hors de vue de leur position précédente. La voix de Georges Étienne lui parvint par la radio. Mais ce n'était qu'un borborigme d'encouragement. D'une pression sur le déclencheur, Pascal libéra le ressort qui déploya ses ailes et alluma son petit réacteur. Soudain, il avait retrouvé du poids, et il s'éleva en un ample arc de cercle pour suivre le tourbillon dans la pénombre, où avaient plongé les sacs et le câble. « Pas, ça va ?» cria-t-il. « Oui, » entendit-il dans les parasites. « Je remorque les fournitures. T'es où ?» Malgré lui, Pascal lâcha un grognement. « T'es blessé ?» demanda son père. En plein vol, il remonta ses jambes du mieux qu'il put pour inspecter l'endroit douloureux. Sa combinaison de survie était lacérée sur l'intérieur des cuisses, comme déchirée à coups de griffes. Il saignait, pas beaucoup sous cette pression, mais la plaie luisait dans la pluie acide. « Je rapièce ma combi !» indiqua-t-il en extrayant des tampons de premier secours de poche de sa combinaison. La douleur empira. Il savait distinguer celle d'une plaie de la brûlure de l'acide. Il sentait les deux. Il ouvrit les paquets hermétiques, en sortit des morceaux de gaz en fibre de carbone imprégnés de bicarbonate de sodium qui neutralisaient l'acide. Ils étaient trop petits, mais il faudrait faire avec. Il en plaqua un sur l'intérieur de sa cuisse droite, enveloppa celle-ci de plusieurs couches de plastique résistant à l'acide, puis étanchéifia le tout avec un enduit de jointage. Il réitéra l'opération sur l'autre cuisse. « Ça va ?» l'interpella Georges Étienne par radio. « Je vais venir te chercher. »« J'ai fini de me rapiécer, » répondit Pascal. Mais un éclair jaillit alors plus près. « Je ne suis pas loin du câble. » En rafistolant sa combinaison, il avait perdu beaucoup d'altitude et dérivé dans le vent. Mais il voyait le cul sombre de 3 ballons au-dessus de lui qui luisaient dans la lumière jaune. Son père en avait bien calculé la flottabilité pour le poids du câble. Il s'élevait doucement. Pascal s'approcha de la base du câble, monta jusqu'à la limite du décrochage, puis, coupant son réacteur, s'agrippa fermement de ses bras et ses jambes. Cela exerça une pression douloureuse sur ses plaies, mais le lest en bas formait une sorte de siège, ce qui soulagea Pascal d'une partie de son poids. Il n'allait pas rester longtemps. Sa petite île avait recommencé à plonger. « Où es-tu » voulut savoir Georges Étienne. « Rapporte au Kozapskal ce que t'as sauvé. J'attache une corde au câble pour pouvoir le ramener. J'aurai besoin de ton aide une fois là-bas. »« T'y seras bientôt ?»« Bientôt, oui, » répondit Pascal en nouant une corde non conductrice juste au-dessus du lest. Il fixa l'autre extrémité à sa ceinture, redémarra le moteur de ses ailes et se laissa retomber dans la pluie. Un éclair jaillit assez près pour illuminer de jaune la brume autour de lui. Les éclairs étaient plus dangereux désormais. Le câble sectionné les attirerait, tout comme la corde reliée à sa taille, qu'elle soit conductrice ou non. Il pleuvait assez fort pour la recouvrir d'une couche capable de transmettre les charges. Il monta, et chaque fois qu'il arrivait au bout de la corde, que la tension rapprochait à ce moment-là le câble de l'habitat, il se laissait tomber en piqué pour gagner de la vitesse avant de remonter exercer une nouvelle traction.
C'était le travail d'un drone flottant. Ils en avaient, mais pas assez pour effectuer tous les travaux nécessaires. Bien au-dessus des nuages, la colonie avait davantage de moyens. Dans les profondeurs, on se débrouillait avec ceux du bord. Petit à petit, ce qu'il avait sauvé gagnait de l'altitude, se rapprochait de l'habitat, même si lui-même ne le voyait pas dans les nuages. Des signaux radio de faible puissance le guidaient. Encore 500 mètres, 400, 300. Puis, un grondement aigu résonna à l'extérieur de son casque et face à lui, il vit de la lumière. Équipé d'ailes épaisses, son père passa devant lui, contourna l'équipement sauvé et se dirigea vers la corde. Il l'attrapa non loin du câble de flottaison et poursuivit son vol tout en exerçant une puissante traction qui se combina avec celle de Pascal. Chaque fois qu'ils étaient sur le point de décrocher, Georges-Étienne desserrait sa prise sur la corde, la laissait filer entre ses doigts et, dès qu'il avait recouvré assez de vitesse, il réaffirmait sa prise et reprenait sa traction. Leur vitesse augmenta. La vaste ombre du Kozapskal des profondeurs se découpa devant eux. Un chalutier 3 fois plus gros que celui qu'ils venaient de perdre, traînant un très long câble qui s'enfonçait dans la brume. Accroché sous leur habitat, un portique de manutention noir entourait complètement le câble central. Georges-Étienne alla se poser sur cette plateforme ouverte, y attrapa l'extrémité d'une corde et replongea dans les nuages en direction de Pascal. « Détache !» lui enjoignit-il. Un éclair flamboya dangereusement près, et le tonnerre déferla sur eux. Les 2 atmosphères de pression conférant vitesse et puissance au bruit. Pascal désolidarisa à tâtons la corde de sa ceinture et repartit en piquet dans la direction d'où il venait. Georges-Étienne noua ensemble les 2 cordes, maintenues presque à la verticale par son réacteur qui peinait à la tâche. Il perdait de l'altitude, car ce genre de moteur n'était pas fait pour soutenir un homme. Il plongea pour regagner de la vitesse et remonta en cercles étroits. Pascal empoigna l'un des 3 ballons et coupa la corde. Désormais accroché à 2 sacs de flottaison seulement, le câble des équipements récupérés tomba tout droit, tirant avec force sur la corde que Georges-Étienne venait d'attacher, puis alla heurter doucement la grande queue verticale de leur habitat. Des étincelles et des arcs électriques bleus y crépitèrent, court-circuit entre les 2 câbles. Leur habitat générerait temporairement moins d'électricité, mais il n'en avait jamais manqué. Ils avaient besoin de véritables matériaux de construction et avaient réussi à en sauver. Pascal changea de direction en tirant toujours plus près le sac de flottaison. L'oxygène était trop léger. Son père se posa sur le sommet du ballon et attrapa le matériel dans le rugissement de son réacteur d'aile à régime maximal. Ils purent aller le ballon sous leur habitat, ce qui le protégerait de la pluie. Ils l'attachèrent au portique, puis Georges-Étienne poussa son fils dans l'abri anti-tempête. Ce n'était qu'une cage faite de câbles de chalutier conducteurs, avec en dessous le sol de la plateforme et au-dessus la coque courbe du chalutier, recouverte d'épiphytes noirs qui dégoulinaient. Il ne les protégeait pas contre l'acide, la chaleur, la pression et le vent, mais étant mis à la masse par les fils épais conducteurs qui le reliaient au câble sous l'habitat, il résisterait à la foudre. Un éclair jaillit non loin, aveuglant, marquant les nuages de jaune et de blanc. Puis un autre du côté opposé. À l'extérieur de la cage, le monde devint incandescent. De l'eau et de l'acide sulfurique s'évaporèrent sur la surface de l'habitat. Pascal et Georges-Étienne s'agrippèrent l'un à l'autre avec une force née d'une peur primale. Les éclairs ne cessaient de déchirer le ciel, mais les coups de tonnerre finirent par s'éloigner. Leur grondement diminua, dont la puissance résonna toutefois encore de longues minutes dans les os du Père et du Fils.
La plateforme sous leurs pieds n'était qu'un entrecroisement de filaments, de nanotubes, de carbone pressé. Une brume de vapeur acide flottait un peu plus bas. Hormis ce treillis, il n'avait rien de solide sous eux pendant 45 kilomètres. Le vide, après les coups de foudre, était d'une beauté obsédante. Pascal avait les mains qui tremblaient, mais il se sentait vivant, électrique lui-même, partie prenante des nuages informes, et malgré la douleur dans ses jambes, protégé de leur violence. Il appartenait à ces nuages, comme eux lui appartenaient. « Hostie de tabarnak !» jura son père. « C'est pas passé loin. » La respiration de Pascal opacifiait l'intérieur de sa visière. Son cœur battait à tout rompre. « On a sauvé le câble !» Georges-Étienne hocha mollement la tête dans son casque. « Ouais, c'est vrai, » dit-il d'un ton qui sous-entendait « mais on a perdu le chalutier. »« Rentrons, je ne suis pas sûr d'avoir correctement rapiécé ma combi. » Ils s'attardèrent un peu pour écouter le tonnerre avant de faire coulisser le loquet et de se précipiter vers le sas. Ils l'ouvrirent et entreprirent de se frictionner avec des tampons neutralisants. Pascal avait l'intérieur des cuisses qui le piquait de plus en plus. Il reconnut la douleur caractéristique des brûlures d'acide. Une neutralisation correcte prenait 8 minutes. Tout le monde tenait à le faire correctement. On ne souhaitait à personne d'avoir une goutte d'acide sulfurique à un endroit que quelqu'un pourrait toucher par mégarde. Une fois séchés par un flot de dioxyde de carbone brûlant, ils sortirent du côté opposé du sas pour monter dans la couche externe de l'habitat, un anneau sombre qui ressemblait plutôt à l'intérieur d'un tore, à parois boisées, parcouru d'épais réseaux vasculaires, avec par endroits sur le sol des pompes qui s'activaient en silence. Il régnait là une pression de 1,5 atmosphère et une température inférieure de 60 degrés à celle de l'extérieur. Ils gagnèrent le sas suivant, qu'ils franchirent pour se retrouver dans le vaste espace de vie. Alexis, un blondinet de 10 ans, se tenait à 2 mètres de là, sautant presque sur place d'excitation, mais sans dépasser la limite tracée sur le sol par son grand-père. Pascal et son père étaient toujours brûlants au toucher, et peut-être avait-il oublié de l'acide quelque part sur leur combinaison. « Un éclair a touché le Kozapskal !» s'écria Alexis. « Un éclair nous est tombé dessus !» À côté de lui, Jean-Eudes semblait presque aussi excité, mais également inquiet. Plus petit que son père, il avait déjà, à 27 ans, la barbe qui grisonnait par endroits. Son travail consistait à assister Georges-Étienne. Il était très doué et méticuleux pour lire les cadrans, nettoyer l'équipement et changer les filtres, tout comme pour occuper Alexis. C'était le seul enfant trisomique de Vénus. « Vous avez vu l'éclair ?» demanda Alexis. « Vous l'avez vu ?»« Ça a affaire de ces boucans, » dit Jean-Eudes. Pascal et son père défirent puis ôtèrent leur casque. L'air était propre, à 26 degrés, pressurisé à seulement 1 atmosphère. « T'as déchiré ta combi !» s'exclama Alexis en montrant les jambes de Pascal. Jean-Eudes gémit d'inquiétude, sans toutefois franchir la limite par terre. « Je l'ai rapiécé » indiqua Pascal. Son père posa leur casque, se débarrassa de ses gants et fit asseoir Pascal là où il était. « Apporte-moi la trousse de secours, Alexis. Jean-Eudes, donne-lui de l'eau, ou un truc plus fort s'il veut. » Jean-Eudes s'élança à la suite de son neveu avant de revenir sur ses pas avec hésitation. « Tu veux plus fort, Pascal ?»« De l'eau ira très bien. » Le picotement empirait. Georges-Étienne déplia un couteau pour découper les rustines et couches dont son fils s'était enveloppé les jambes. « Des douleurs sous la combi ?» Alexis arriva en courant avec la trousse demandée qu'il lâcha près de son grand-père. Celui-ci le repoussa de l'autre côté de la ligne sur le sol. Un peu. Examinant les brûlures rouges criards sur les jambes de son Benjamin, Georges-Étienne entreprit de les recouvrir au pinceau de bicarbonate de sodium.
Il souleva avec précaution les bords déchiquetés du pantalon pour passer dessous. Il badigeonna aussi ses propres doigts avant de traiter un autre endroit des jambes de Pascal. « Tu t'es brûlé ?» demanda celui-ci, les dents serrées. « Ce n'est pas la première fois, » répondit son père en accélérant le rythme. « Ça t'arrivera aussi quand tu auras des enfants. J'ai perdu le compte du nombre de fois où je me suis abîmé le bout des doigts en nettoyant Marthe, Émile et Chloé. » Il se tut. Il n'avait pas l'habitude de parler de Chloé devant Alexis. « Maman aussi a eu les jambes brûlées ?» demanda doucement le garçon. « Jamais à ce point, » répondit Georges-Étienne. « Ta maman était toujours bien trop maligne pour endommager sa combi. Pas comme tes oncles, ni comme Marthe. Calvaire, ne me lancez pas sur Marthe. Cette gamine aurait pu se brûler à l'acide dans son hamac. » Malgré la tension, la phrase fit rire Alexis. Jean-Eudes s'agenouilla près de son frère avec une tasse fermée pleine d'eau. « Pourquoi Jean-Eudes a eu le droit de passer la ligne et pas moi ?» se plaignait Alexis. « Il ne pose pas trop de questions, » lui répliqua son grand-père avant d'ouvrir le devant de la combinaison de Pascal et d'indiquer à Jean-Eudes comment la lui enlever. « Je peux l'enlever tout seul, » protesta Pascal. « Je vais t'aider, » dit son frère. Une fois découvert jusqu'à la taille, Pascal fut relevé par les deux hommes. Puis Georges-Étienne dit à Jean-Eudes de le tenir par derrière, les bras autour de sa poitrine, au cas où il perdrait conscience. Jean-Eudes le serra fort. Pascal détourna les yeux, tandis que son père descendait complètement la combinaison, ôtait les tubes et l'essuyait. La douleur constante n'allait ni augmenter ni diminuer. Il ne voulait pas regarder. « Wesh !» fit Georges-Étienne d'un ton dégoûté. « Tu vas avoir de belles cicatrices, mais personne ne doutera que t'es un homme. » Le cœur de Pascal lui manqua. « Du moment que je peux toujours me servir de mes jambes… »« Oh, tu les as toujours. Jean-Eudes, tiens-le bien pendant que j'enlève le reste. » Son grand frère grommela en le soulevant, sans trop de douceur, afin que Georges-Étienne puisse enlever les bottes. Alexis les observait, yeux écarquillés. « Tu as une idée du nombre de fois où il a fallu faire ça pour Marthe ?» lui demanda son grand-père en se rendant compte qu'il avait peur. L'enfant eut un sourire nerveux. « Je ne me ferai pas brûler, » assura-t-il. « Tout le monde se fait brûler un peu, » affirma Pascal. « Le truc, c'est de s'entraîner pour que tu saches tout de suite quoi faire quand ça t'arrive. »« Je sais quoi faire ?» insista son neveu. « Rassieds-le, Jean-Eudes, » ordonna son père. Une fois redescendu par un mouvement un peu maladroit de son frère, Pascal tira sur sa combinaison pour recouvrir son aine, puis baissa les yeux sur ses jambes. « Pas besoin de faire le pudique, » dit Georges-Étienne. Des zébrures d'un rouge criard couraient en relief sous la couche neutralisatrice qui tapissait l'intérieur de ses cuisses. À certains endroits, la brûlure était même noire. Maintenant que l'adrénaline avait reflué, elle piquait davantage. Ses orteils remuèrent. Il ne perdait pas de sang. L'acide avait été stoppé. Pa lui mit 2 pilules dans la paume. « Ce sont des bonnes. Tu peux marcher jusqu'à ton lit ?» Pascal avala les comprimés avec un peu d'eau. « Je crois. »« Tant mieux. Jean-Eudes, donne-lui un coup de main pour se coucher. » Son frère aîné l'aida à gagner à pas lents leur chambre. Chapitre 2. Marthe sortit sans bruit du hamac et frissonna dans le froid. Le système de circulation de la chaleur qu'Émile disait avoir réparé s'était de toute évidence redétraqué. Elle tira le rideau pour jeter un coup d'œil à la luminosité. Le Kozabskal des vents flottait 5 kilomètres au-dessus d'un océan de nuages ocre marbrés, allant jusqu'à un horizon qui dévoilait la courbure de la planète. Bloqué par le massif caisson de flottabilité du dirigeable,
le soleil n'atteignait pas directement l'habitat de 3 pièces, dont la température restait donc supportable. Les nuages étaient d'un calme trompeur, figés dans un instant de changement, de perturbation, de doigts qui se tendaient, de couleurs qui se modifiaient. Leur attitude posée laissait penser à de la léthargie, mais Vénus n'était en rien indolente. Elle dissimulait ses crises de colère sous les nuages et les brumes les plus hauts. « Calice, t'avais pas dit qu'on ferait la grasse mat ?» grommela Noël dans le hamac. « Pardon, je n'arrivais pas à dormir. Je n'y arriverai pas non plus maintenant. » Avec un nouveau frisson, Marthe revint se glisser sous les couvertures du hamac. « Ne sois pas comme ça, excuse-moi. » Noël maugréa et lui tourna le dos. Marthe voulut se blottir, peau contre peau, mais la jeune femme se déroba, la laissant frustrée. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» demanda-t-elle. « Tu ne veux même pas y aller. »« Peu importe que je veuille ou pas, » bougonna Noël. « Tu devrais y aller avec moi. »« Tu détestes ces gens-là et moi aussi. »« Tu veux qu'on ne sorte jamais ?»« Que dirait Délia en nous voyant ?» demanda Marthe. « Tu veux juste la rendre jalouse. Ah, va te faire foutre. Les ragots, je les entends comme tout le monde, tu sais. Tu devrais savoir ce qu'on dit de toi alors. Je sais ce qu'on dit de moi et je sais ce qu'on invente sur moi par ennui. La salope des glaces qu'on t'appelle, ricana Noël. Marthe éclata de rire. Et tu crois que ça, j'en ai quelque chose à fiche ? Noël rejeta les couvertures, qui retombèrent sur Marthe, pour bondir hors du hamac. Marthe admira le spectacle. Alors qu'elle-même était de couleur nuage pâle, son amante avait hérité sa complexion de ses ancêtres haïtiens québécois. Les deux femmes avaient des aventures brèves et superficielles, chaque fois que cela n'allait pas entre Noël et Délia. Mais Marthe caressait l'espoir d'obtenir davantage. Jusqu'à ce que, comme à présent, l'une d'elles explose sur un sujet ou sur un autre. Noël termina d'uriner avec bruit dans les toilettes, prit un paquet de pâtes alimentaires dans le réfrigérateur et entreprit d'enfiler sa combinaison de survie. Marthe descendit du hamac. « Attends, je vais t'aider. » Noël refusa d'une tape sur les mains. « Je vais me débrouiller seule. »« D'accord, comme tu veux. » Marthe se laissa retomber sur le hamac et tira les couvertures pour se protéger du froid. Noël partit en trombe, sans manquer de cogner et de claquer tout ce qui s'y prêtait sur le chemin du sas. Le calme revint au bout d'un petit moment à bord du Kozabskal des vents. On n'entendait que les grincements dus à son âge et les claquements des changements de pression chaque fois que les petites fuites dont l'habitat souffrait de la proue à la poupe dépassaient le seuil fixé, déclenchant une libération d'air comprimé destinée à reconstituer l'atmosphère. Son frère n'était pas dans l'habitat quand elle était arrivée ivre avec Noël, et elle n'entendait rien qui indiquait qu'il soit revenu depuis. Elle et lui habitaient seuls là-haut, 65 kilomètres au-dessus de la surface de Vénus, à bord d'un habitat pourri qu'elle avait honte de montrer à Noël. Il valait à certains égards mieux que le Kozabskal des profondeurs, où son père vivait avec ses 2 autres frères et le fils de sa sœur. Marthe flottait dans les vents rapides de la haute atmosphère, survolait les vastes champs célestes. À cette altitude ensoleillée et d'un froid glacial, les turbulences n'étaient que légères, spectrales, et la méchanceté acide de Vénus montait difficilement jusque-là. Elle y réussissait parfois, mais moins souvent qu'en bas, d'où venait Marthe. Comme en témoignaient les taches et crêtes des cicatrices rouges des brûlures d'acide sur ses mains, ses bras et son cou. Malgré tout, les profondeurs lui manquaient, la famille, la chaleur étouffante de leur habitat, la lutte pour opposer son intelligence à Vénus afin de rester en vie et de tirer sa subsistance des nuages profonds. Et si elle avait été avec sa famille dans le Kozabskal des profondeurs, elle ne serait pas en train de se battre avec des mots,
de se faire des ennemis au lieu d'amis. Mais elle n'aurait pas Noël non plus, pas même une seule nuit. Elle souffrirait d'autres formes de solitude. Pascal devait se sentir seul, ainsi coincé à désormais 16 ans, avec un vieux grincheux, un neveu encore enfant et un frère qui l'adorait. Pascal était malin, drôle et beau garçon. Il avait besoin de fréquenter des gens de son âge. Et comme Émile ne s'en sortait pas très bien à bord du Kozabskal des vents, peut-être Pascal et lui devraient-ils échanger leur place. Émile et son père pourraient essayer de se réconcilier, même si pareille tentative semblait vouée à l'échec. Et elle pourrait s'occuper de Pascal, le présenter à des filles ou à des garçons, comme il préférait. Il n'y avait pas que Pascal dont elle devait s'occuper. 2 messages l'attendaient sur sa tablette, expédiés par des familles des profondeurs. Celle de Réal Chartier réclamait davantage d'insuline. Sa dose était trop faible, d'après l'ordinateur médical, mais la réserve centrale refusait de l'augmenter sans l'avis d'un médecin, et tous les docteurs vous mettaient sur liste d'attente. Les Chartier avaient donné à Marthe mandat de vote à l'Assemblée, parce qu'elle arrivait souvent à persuader les gestionnaires de rationnement. La famille Cousin, au rang 54, n'avait reçu, et en retard, que la moitié de sa ration d'oxygène. Pour l'instant, elle empruntait aux autres familles des profondeurs. Mais Marthe savait ce qui se passait. Les réserves d'oxygène étaient basses pour tout le monde. Les systèmes qui produisaient carbone et oxygène par craquage du dioxyde de carbone étaient en panne sur un habitat et sur un autre. Les cellules photovoltaïques ne fonctionnaient plus. Les équipes de maintenance prévoyaient de les échanger dans la semaine avec celles d'un autre habitat. Marthe verrait si pas pouvait se passer d'un peu d'oxygène. Même s'il allait ronchonner, il pourrait en tirer davantage au marché noir. Et les Daquillons avaient besoin de toute l'aide possible. Un sifflement sonore retentit. Glissant hors du hamac, elle courut voir de quoi il retournait. Cela sortait d'un joint presque à l'arrière de la nacelle, au niveau du sas conduisant au moteur. « Calice !» Émile était censé entretenir le Kozabskal des vents. C'était son travail. Il ne l'avait pas fait, ou pas bien. Cette grosse feignasse n'était même pas là. Marthe alluma une cigarette, tira une bouffée, observa la vitesse et la direction de la fumée. Un même bruit pouvait masquer plusieurs fuites. Celle-ci s'avéra unique, mais il fallait s'en occuper sans attendre. Toujours nue, Marthe sortit une petite soudeuse de faible puissance et un kit de réparation. « Émile, bon sang !» Appliquer de l'époxy et du mastic sur le trou. Enfoncer, ne pas se fier aux joints. Se servir du pistolet thermique pour ramollir le mastic. Badigeonner la zone d'adhésif. Poser le stratifié plastique. Prendre un morceau de métal. Souder. Quand elle eut fini, sa cigarette s'était consumée jusqu'au bout, et elle s'était brûlé le doigt avec la soudeuse. « Bon sang, Émile !» Chapitre 3. Frôlé par un tourbillon, l'habitat regimba avant de retrouver son roulis accompagné de grincements. Dans l'autre hamac, Jean-Eudes ronflait doucement. Ce qu'il restait de lumière du soleil, atténué par des kilomètres de nuages, arrivait encore à s'insinuer dans les chambres boisées, mettant en valeur les veines sombres dans lesquelles coulait une sève acide. Pascal ouvrit des yeux irrités et regarda dans le vide devant lui, incapable de rassembler l'énergie nécessaire pour bouger. Rester immobile lui donnait l'impression de faire partie de l'habitat, utilisable, élégant dans sa capacité à fonctionner, mais laid et dénué de sens. Son corps lui paraissait lointain, bizarre, étranger. Sentiment qui empira encore quand sa barbe en repousse, rêche, accrocha l'oreiller. Il n'avait pas envie de se lever.
Mais pas question de laisser quoi que ce soit sur son visage. C'était pour lui chose impensable. Il fit se balancer le hamac, en descendit. Le sol ligneux était tiède sous ses pieds. Il ouvrit un volet et se soulagea dans un minuscule urinoir fait de la même fibre végétale résistante que le reste du Kozabskal des profondeurs. L'eau était précieuse, tout comme l'azote. Les systèmes de filtration le récupéreraient. Il alla au lavabo sans rien allumer. Un tout petit miroir était accroché au-dessus, mais il avait appris à ne pas se regarder dedans. Préparant de la mousse, en mêlant un peu d'eau à de la pâte, il s'arma de courage pour s'en frotter la figure. Toucher les poils de barbe étaient étranges, déroutants. Il fit en sorte que ce contact reste bref. Chaque jour, ses poils lui paraissaient d'une épaisseur insupportable, même s'il n'avait encore qu'un duvet comparé à Jean-Eudes. Il ferma les yeux pour guider le rasoir droit au toucher, l'esprit volontairement ailleurs, comme si ce visage sous ses doigts n'était pas le sien. Les raclements saccadés lui donnaient la nausée, mais l'opération lui prenait chaque jour un peu moins longtemps, depuis que son père lui avait appris à se raser. Il rinça le coupe-chou dans la petite quantité d'eau présente au fond du lavabo, qu'il vida avant de se sécher. Une voix d'enfant résonna dehors, puis un couinement. Pascal ouvrit doucement le rideau, tissé de vieilles fibres végétales. La pièce principale de l'habitat, espace toroïdal d'un diamètre d'environ 12 mètres, entourait le tronc de la grande plante vénusienne dans laquelle il vivait. Les parois boisées, obliques, étaient usées par le frottement des pieds, les petits chocs et la vie quotidienne. Des chaises légères et des tables marron à la surface inégale structuraient un espace de vie et de restauration. Près de l'épais tronc, on trouvait de volumineuses batteries, de l'air comprimé et des équipements radio et radars posés sur des plateformes encombrées de câbles enchevêtrés. Dans le sol, les pompes principales, petite étendue de valves musculaires, extrayaient lentement de l'habitat le dioxyde de carbone qu'elles inséraient dans les 2 atmosphères de pression à l'extérieur. Pas déambulait dans la grande pièce, en exagérant ses pas. Caché sous la table, Alexis regarda Pascal avec de grands yeux brillants d'excitation. Georges-Étienne se baissa alors d'un coup pour le chatouiller. Le blondinet couina de nouveau. « Doucement, Alexis !» conseilla Pascal. « Tu vas épuiser l'oxygène. » Sans faire attention à lui, le garçon se roula sur le sol en écoutant la manière dont sa voix changeait quand son torse et son dos heurtaient le bois. Georges-Étienne embrassa son fils et continua à jouer avec Alexis, jeu qui se transforma en une sorte de match de catch sur le sol. Alexis voulait toujours jouer à la bagarre, ce que Pascal refusait systématiquement. Il avait parfois l'impression d'être un mauvais oncle, sentiment qu'il s'efforçait toutefois de réprimer au mieux. Ne pas se sentir à sa place arrivait à tout le monde. Une photo de sa mère était accrochée au-dessus de la table. Pascal ne gardait presque aucun souvenir d'elle. Il était très jeune, au moment où elle avait été blessée. Il se trouvait alors trop profond pour l'emmener consulter les médecins 20 kilomètres plus haut. Et même s'ils avaient pu monter, la colonie se trouvait alors de l'autre côté de la planète. L'absence de sa mère dessinait un vide étrange dans son existence. Une forme dont il ne pouvait ni comprendre, ni ignorer les formes. Une démangeaison. Il savait qu'elle l'avait aimé, lui et eux tous, et qu'elle avait aimé Vénus autant que lui-même l'aimait. Fixé à côté de la photo, un miroir piqueté de rouille permettait à chacun des enfants de se regarder tout en la regardant, de la voir en lui-même. Il voyait un peu d'elle en Jean-Eudes, en plus d'un peu de pas. Les souvenirs qu'il gardait de Marthe et d'Émile perdaient de leur netteté. Marthe n'était pas redescendue depuis 1 an,
et Émile étaient partis depuis 5. Mais eux aussi ressemblaient à leurs 2 parents. Ce n'est qu'à côté du portrait de sa mère que Pascal regardait son reflet. Il se laissait pousser les cheveux depuis quelque temps. Parfois, quand il les disposait comme elle les portait sur la photo, il la voyait en lui, et l'intervalle s'estompait. « Elle était belle, hein ?» dit Georges-Étienne, qu'Alexis essayait d'empêcher de se relever. Pascal hocha la tête. « Oui. » « Pas réussi à dormir ?» Il secoua la tête. « Moi non plus. J'ai toujours été jaloux de ta mère. Elle pouvait dormir n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Dommage que tu n'aies pas hérité ça d'elle. » Le Kozabskal des profondeurs oscilla et Pascal sentit sous ses pieds la vibration grave des hélices. « On est presque à pleine vitesse ?» demanda-t-il, sa curiosité éveillée. « Les volcans d'Atla Regio grondent. » Il percevait la lente oscillation de l'habitat à la manière dont, sur Terre, un marin connaîtrait son navire et l'océan autour. Les nuages des profondeurs de Vénus lui semblaient naturels. Il avait vécu toute sa vie au milieu. Les vibrations ne venaient pas uniquement des hélices. Le tonnerre secouait l'atmosphère. Loin de là, à peut-être 2 ou 3 jours. Les colères de Vénus pouvaient être stupéfiantes. Certains de ces volcans crachaient des cendres riches en métal à des dizaines de kilomètres de haut dans l'atmosphère, d'où les orages pouvaient les envoyer à plus grande altitude encore, à portée de vaporeuses membranes végétales qui les capturaient. Les humains pouvaient alors recueillir ces plantes et cette poussière dans les profondeurs. Extraire à échelle industrielle des minerais métalliques à la surface de la planète n'étant toujours pas envisageable, la colonie, qui manquait désespérément de métaux, devait les importer des colonies astéroïdes. Les bons mois, la famille d'Aquillon arrivait à écouler au marché noir ou à vendre au gouvernement une dizaine de kilos de fer, de plomb et de silicate. Mais ce n'était pas pour cette raison que son père leur avait fait mettre le cap au sud, au-delà d'Atla Regio. Pascal alla consulter l'écran de navigation. Brusquement modifié durant la nuit, leur trajectoire les conduisait désormais vers le sud, par-dessus les plaines de volcans inactifs de Rusalka Planitia, et finirait par croiser Diana Chasma, l'endroit le plus profond à la surface de Vénus. Pascal savait où cela les mènerait. « C'est vraiment ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. « J'ai fini de réparer la vieille sonde, » répondit Georges-Étienne. « Le bathyscaphe ? Je croyais qu'il ne fonctionnait pas. »« Non, la vieille sonde au moteur Stirlings déglingué. Je l'ai larguée il y a 1 heure à peu près. » Quand Pascal avait 10 ans, son père avait passé un très très bon marché avec un autre coureur, qui se trouvait être le fils de Marie-Claude Duvieusard, la première des coureurs des vents et la première personne ayant atteint la surface de Vénus. Elle avait utilisé à cet effet un bathyscaphe fait de 600 kilos d'acier qui, déjà à l'époque, était ancien et trop perfectionné. Le gouvernement n'avait jamais découvert que la famille d'Aquillon en était propriétaire, ne savait d'ailleurs même pas qu'il existait encore. Pas ne l'avait jamais montré à Émile, Jean-Eudes ou Alexis, tant c'était un secret. Mais il en avait parlé à Marthe. Il n'avait jamais voulu le démanteler pour en revendre les pièces. Il était même allé 2 fois à la surface avec. Faire descendre la sonde était toutefois plus logique. Même si les Daquillons risquaient chaque fois de perdre ces 100 kilos de ferraille, il leur arrivait d'en envoyer une à la surface, récupérer du métal facile d'accès, ou même de larguer des équipements miniers dont les pièces arriveraient à survivre quelques jours à d'aussi grande profondeur. « Combien de temps ?»« On y sera cet après-midi, » répondit Georges-Étienne.
Ils petit déjeunèrent d'algues cultivées en cuve et d'un ragoût désulfuré de plantes vénusiennes. Après quoi, Pascal s'attela aux tâches de maintenance quotidienne du Kozabskal des profondeurs. On pouvait automatiser très peu de choses dans les nuages de Vénus. Non seulement la colonie manquait de métaux, mais l'acide des nuages les attaquait en permanence. Cela faisait 40 ans que la colonie procédait à de la bio-ingénierie sur les plantes vénusiennes qui vivaient dans les nuages. Elle exploitait leur flottabilité, leur capacité à capter l'électricité des nuages, ainsi que les végétaux parasites qui s'accrochaient à elle. Mais même les plus coriaces des habitats végétaux ne résistaient pas toujours aux différences de pression et de température, ou succombaient soit aux acides, soit aux parasites. Aussi fallait-il chaque jour vérifier et neutraliser les valves, joints et pompes ligneux, changer les batteries, envoyer la nouvelle eau dans les réservoirs de stockage à long terme, et ainsi de suite. Les pièces mécaniques internes, comme les ordinateurs et le matériel de communication, devaient être inspectées et reprotégées de l'acide. Idem pour les externes. Pascal aimait Vénus, se sentait en sécurité dans les habitats résistants à la pression qui évoluaient dans les couches nuageuses centrales et inférieures. À quelques reprises, son père et lui avaient conduit des chalutiers plus profonds dans l'atmosphère, jusqu'en bas de la brume subnuageuse, jusque dans l'air transparent qui commençait aux alentours des 33 kilomètres. Il avait vu la majestueuse face de Vénus elle-même, de vastes plaines de basalte ondulées, de petites montagnes, des plateaux plans et circulaires, des montagnes et volcans de haute taille. Avant lui, Georges-Étienne avait emmené sa sœur aînée Chloé, son frère Émile et son autre sœur Marthe. Une poignée seulement de colons vénusiens avaient eu un jour Vénus nue sous les yeux. Pour Georges-Étienne, c'était là une manière de faire l'expérience de l'émerveillement, un rite de passage qu'il avait besoin de partager avec ses enfants. Seul Jean-Eudes n'avait pu y aller. C'était trop risqué pour quelqu'un dans l'incapacité de manipuler soi-même l'ensemble de l'équipement. Pascal, le plus jeune, était descendu à plusieurs reprises, maintenant que la plupart de ses frères et sœurs vivaient ailleurs. La dernière fois datait d'1 an, et Vénus l'appelait de nouveau. Chloé n'étant plus là, Georges-Étienne et Pascal élevaient Alexis. Aussi hésitait-il à y retourner en personne. Mais expédier une sonde était presque aussi bien. Assis devant les commandes, au niveau du tronc, Pascal attendait avec impatience que la sonde ressorte des nuages. Jean-Eudes posa une main chaude sur son épaule. « Ça fait peur ?» Le moniteur montrait la brume jaune de la couche de nuages inférieurs qui défilait devant les caméras de la sonde, en train de descendre. 31 kilomètres, 200 degrés Celsius, 9 atmosphères de pression. « Pas pour la sonde ?» répondit Pascal. « Elle a été construite pour survivre jusqu'à la surface. »« Et à l'acide !» ajouta obligeamment Alexis. L'enfant s'était lassé des images de la descente. Il avait vu des enregistrements d'autres sondes et même quelques-uns faits par Georges-Étienne lors de ses propres voyages. Il s'allongea sur le dos pour faire rouler une balle sur le sol courbe et voir jusqu'où il arriverait à la faire monter avant qu'elle revienne dans sa direction. Son corps était aussi parfait que celui d'un nouveau-né, sans la moindre tache. Vénus ne l'avait jamais touché. Jean-Eudes tourna ses paumes vers le haut, puis vers le bas. Sur elle aussi, on voyait les lignes et taches de tissu cicatriciel rouge et fripé auxquels aucun Vénusien n'échappe éternellement. L'acide lui faisait peur. Pascal prit les mains de son frère. Les siennes ne manquaient pas non plus de cicatrices noueuses. Le métal est recouvert de carbone. Bientôt, il fera si chaud à l'extérieur de la sonde qu'il ne pourra même pas pleuvoir. Pas de pluie égale pas d'acide. « Tu avais peur quand tu y allais ?»
voulut savoir Jean-Eudes. 30 kilomètres. Un peu. Pas à veiller sur moi. Tu veux y aller un jour, avec moi? Son frère ne sembla pas séduit par cette proposition. Regarde, dit-il en montrant le moniteur. C'est quoi? C'est quoi? Glapit Alexis en approchant. La brume s'était dissipée, dévoilant l'obscurité béante de la surface de Vénus plus bas, éclairée par un jaune diffus. Par endroits, de l'orange brasillait au pied de colonnes de fumée noire. Ce n'était pas très normal. Les volcans ne chômaient pas. La brume subnuageuse entourait encore la sonde, mais pas entièrement. Elle ne bouchait pas la vue. Pascal prit son neveu sur ses genoux pour lui montrer l'écran. « Regarde, ça, tu vois, c'est Ataensic Corona. Et ça veut dire couronne. Et d'un côté, il y a Dali Chasma, une longue tranchée. Là, c'est Ceres Corona. »« Comme la banque !» interrompit de nouveau le garçon. « Et là, cette longue ligne, c'est Diana Chasma, l'endroit le plus profond de tout Vénus. »« Le plus profond ?» demanda son neveu. « C'est là que papa garde sa tempête, » dit Jean-Eudes. Chapitre 4. Émile d'Aquillon lança l'équilibrage du sas d'entrée placé à la base du Baie Como, le plus grand habitat flottant de toute la colonie. 12 niveaux de métal et de plastique brillant qui hébergeaient le gouvernement, quelques activités industrielles essentielles, les réunions de l'Assemblée et des logements pour environ 200 personnes. C'était l'avenir. On avait accumulé suffisamment de connaissances sur Vénus pour savoir qu'un jour des dirigeables de cette taille abriteraient des villages entiers et qu'il serait possible d'en construire de plus grands encore. Thérèse s'appuya contre lui, combinaison de survie contre combinaison de survie, intimité distante. Il lui caressa néanmoins le bras à travers tout cela. La main de la jeune femme se plaqua sur son entrejambe, séparée par plusieurs couches de rembourrage, d'isolant et de film acido-résistant. Il voulut réagir. Son équilibrage terminé, le sas s'ouvrit sur les zones techniques inférieures du Baie Como. Il arrivait à Thérèse de travailler dans cet endroit calme et désert, mais à la température un peu basse. Parfait pour les moments romantiques. Émile déverrouilla et ôta son casque. Il allait s'occuper des fermetures avant de sa combinaison quand Thérèse l'en empêcha. « Patience, Roméo, » dit-elle en enlevant son propre casque. Elle sortit d'une poche de sa combinaison une flasque à laquelle elle prit une gorgée. Il gémit quand elle la lui passa. Il mourait d'envie de boire un verre. Il la porta à ses lèvres et toussa avant d'arriver à avaler. Tandis que Thérèse riait de lui, il sentit l'alcool brûlant descendre dans son organisme. « C'est la bagosse de qui ?» croissa-t-il. « 48 degrés. » Il toussa une nouvelle fois, huma le goulot et s'octroya une deuxième gorgée. Cette fois-ci, la brûlure dans sa gorge descendit s'installer comme un poids au milieu de son estomac. Il en avait méchamment eu besoin. Son propre stock était épuisé depuis la veille. « Ah, il arrache plus que tout ce que j'ai fait, dit-il. » Elle lui reprit la flasque, but 3 gorgées. Tout le monde fabriquait de la bagosse, même si ce n'était pas tout à fait légal. Consacrer des rations de maïs et de céréales à la distillation d'alcool était un gaspillage des calories essentielles. Même le détournement de déchets biodégradables pour faire fermenter du chasse-cousin contrevenait à la loi. Enfant, Émile avait lui-même souffert à plusieurs reprises de la faim lors de périodes de vaches maigres de la colonie. Non que les rations pour la famille d'Aquillon aient toujours été d'excellente qualité et livrées sans retard. Thérèse actionna le volant d'ouverture d'une grande porte en acier,
Une porte magnifique, propre, sans la moindre corrosion, presque brillante. La jeune femme entra dans une salle où 9 personnes en combinaison de survie déambulaient déjà, une flasque à la main. Une seconde porte occupait toute la paroi du fond. Elle servait au treuillage des objets volumineux, tels que drones ou petits avions, qu'on souhaitait faire entrer dans le bec homo. Thérèse fut accueillie avec force accolades et baisers, dont certains qu'Émile trouva trop longs et trop appuyés. Il connaissait la plupart des présents. Certains de ces artistes, sculpteurs et poètes avaient du talent. D'autres, comme lui-même, cherchaient encore leur voie. Ils trinquèrent. Il ressentit un début d'ivresse. Thérèse prit sa main et s'appuya contre lui. « Tu me fais confiance ?» chuchota-t-elle. Il hocha la tête tout en vidant la flasque de la jeune femme. « Il se passe quoi? Une performance? Une lecture? Une orgie ?»« Une adoration, » répondit-elle. « L'adoration de Vénus. » Elle lui déposa un baiser sur chaque joue, puis se dirigea vers la porte du fond, laissant dans son sillage des applaudissements de mains gantées et d'ultimes vidages de flasques. Elle s'inclina théâtralement, les doigts sur les commandes de la porte, puis leva son casque d'une main, yeux plissés. Elle semblait accablée d'une mélancolie délibérée, comme si le poids de cette émotion avait laissé sur elle la marque d'une vérité secrète et épuisante. Son sourire, sous cet épuisement, était courageux, un coup de poignard à l'obscurité. Elle était si puissante, si réelle, une vérité humaine. « On n'est pas chez nous, dit-elle. Ici, ce n'est pas chez nous. On vit dans des boîtes en métal et en plastique. On n'est jamais en contact avec le vent, avec la pluie. On ne voit les étoiles et le soleil que par des vitres. » Son regard se fit rêveur, fixant un lointain qui ne pouvait se situer à l'intérieur de la pièce. « On ne peut pas trouver nos âmes de cette manière-là, continua-t-elle. En restant cachés dans des maisons au milieu des cieux, coupés des uns des autres, comme de la nature. Nous dépérissons, nous buvons. » À côté d'Émile, une femme siffla. Un homme, à la voix grave, répéta avec solennité « Nous buvons. »« Nous tranchons, » ajouta Thérèse, en caressant l'avant-bras qu'elle avait levé, recouvert de couches de combinaisons de survie. « Nous acidisons, » dit-elle, en touchant du bout de ses doigts gantés les minuscules cicatrices sur son visage. « Nous baisons. »« Nous baisons !» répéta quelqu'un dans le dos d'Émile. « Tout ça pour ne pas nous sentir morts. Parce que nous n'avons pas d'âme. Nous créons de la poésie, des fresques, des sculptures, en nous donnant beaucoup de peine, en atteignant l'éphémère, en essayant de montrer que nous existons. Mais nous ne pouvons rien signifier. Le rat de laboratoire n'a pas d'âme. »« Pas d'âme, » chuchota Émile. « Je suis le rat dans le labo, » dit Thérèse avec une fêlure de voix. « La Terre est morte pour moi, c'est un fantasme, une image. Je ne l'ai jamais vue, et je n'ai jamais pris Vénus dans mon cœur. Je ne suis pas à ma place ici, parce que Vénus ne m'a jamais accepté. Je ne l'ai jamais courtisée comme elle le mérite. Je n'ai jamais vénéré d'un cœur authentique son lever de soleil. » Les pensées d'Émile la suivaient de leur mieux. La bagosse faisait de plus en plus d'effet. Vénus est une amante qui ne nous prend que par la douleur, et pas parce qu'elle est cruelle. Elle est autre, inconnaissable, insondable, mais son prix est celui de n'importe quelle déesse. Elle veut qu'on l'accepte. « Accepte-la !» murmura le voisin d'Émile. « Je vais l'accepter » annonça Thérèse. « Je vais la toucher avec mes poumons. Je vais la regarder de mes yeux nus. Nous cherchons à nous rendre entiers. »« Entiers » chuchota Émile. Il le sentait tout au fond de lui. Il voulait signifier quelque chose.
Personne n'est obligé de venir avec moi, avertit Thérèse. Cette quête est mienne. Elle remit son casque, et le cœur d'Émile battit la chamade tant il la voulait, tant il voulait compter pour elle, faire partie de sa vie. Les autres remettaient leur casque aussi. Émile posa le sien sur son cou et le verrouilla par réflexe. De nouveau, il regardait le monde par une vitre, le sentait par des gants, l'entendait par des haut-parleurs. Il était seul, coupé de tout le monde, coupé du monde lui-même. Un voyant rouge clignota sur la paroi. Un sifflement se fit entendre, mais pas plus de quelques secondes, comme si on avait ôté toute signification au bruit lui-même. Lorsque les pompes eurent évacué suffisamment d'air, des orifices s'ouvrirent sur la porte du fond, chassant un dernier souffle. Le clignotement s'accéléra et la porte du fond se leva, révélant tout d'abord un simple rayon de soleil que reflétaient les nuages jaunes. La lumière s'élargit, coupant à travers le plafond, descendit et s'agrandit jusqu'à ce que ses reflets sur les nuages de Vénus leur embrassent le front. La luminosité lui fit plisser les yeux. Une fois remontés, la porte les laissa face à un carré de lumière aveuglante. Ils étaient encore dans l'ombre, cachés du soleil direct et de Vénus, ne voyaient que des champs boursouflés d'acide sulfurique s'étirer jusqu'à l'infini. Ils pouvaient naviguer pour l'éternité dans ces mers aériennes sans jamais regagner le rivage. Vénus n'en avait aucun. C'était une vérité de Vénus que le cœur humain se montrait incapable d'appréhender. Elle leur racontait des histoires qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Émile oscillait sur place, l'ouïe et les mouvements indistincts brouillés par la bagosse. La démarche hésitante, il contourna l'assemblée pour aller retrouver Thérèse. La main gantée de la jeune femme se porta à son casque. Sa visière s'embua, d'abord sous l'effet de sa respiration rapide, puis de son exhalation héroïque. Elle défit les fermetures et ses yeux s'écarquillèrent. Elle ôta son casque, cligna des yeux à cause du froid glacial. Son visage et ses paupières rougirent dans cette atmosphère à la pression 10 fois moindre que l'air qu'elle respirait un instant plus tôt. Elle fixa alors les nuages à l'œil nu, ses poumons s'efforçant de respirer du dioxyde de carbone brut. D'elle-même, la main d'Émile alla défaire les attaches sur son cou. Malgré son ivresse, il n'oubliait pas ce qu'on lui avait enseigné. Il se vida tant et plus les poumons jusqu'à faire naître des douleurs dans son torse et des taches noires dans son champ de vision. Puis, il ôta son casque. Vénus le toucha de ses doigts les plus froids et les plus fantomatiques. Il ne pouvait pas reprendre une respiration, pas une vraie. Mais il pouvait goûter Vénus, refermer les lèvres sur l'atmosphère à panteler qu'elle offrait. Ces nuages arides avaient un goût de soufre amer, de sel mordant et de stérilité éventée, plus sec que tous ceux avec quoi il avait été en contact. Jamais personne ne l'avait vénéré auparavant. Les chalutiers, les rosettes, les blastulas et tous les micro-organismes présents dans les nuages en étaient incapables. Personne n'avait aimé la déesse de l'amour, et Vénus n'avait pas d'âme, parce que personne ne l'aimait. Et les colons n'avaient pas d'âme, parce qu'ils n'avaient pas de monde. Émile se rapprocha du bord, tandis que son champ de vision se rétrécissait. Vénus ne voulait pas de sang. Combien de colons avait-elle tué? Des dizaines? Des centaines? Sa mère, sa sœur, son beau-frère. Vénus buvait du sang en abondance. Vénus voulait un souffle de vie. Vénus voulait être aimée, tout comme eux. C'était leur sacrifice. Son casque lui glissa des doigts, roula dans son dos. Émile tendit les bras. Thérèse, aussi exposée à Vénus que lui, prit sa main. Il tomba à genoux, les articulations enflammées de douleur. Thérèse
s'effondra sans bruit à côté de lui. Il y eut la vibration de pas lourds, et quelqu'un devait avoir actionné la fermeture d'urgence. La grande porte, paupière de cette vision miraculeuse, s'abaissa. Chapitre 5. Où est-ce que grand-père garde sa tempête? Voulut savoir Alexis, les yeux rivés sur le petit moniteur. Grand-père court après, répondit Pascal. Les traits du garçon se plissèrent. On court après une tempête? Je croyais qu'on les évitait. Absolument, répondit Georges-Étienne. Celle-là est à la surface, je veux la voir. Pourquoi? Demanda le garçon en exagérant sa perplexité. Parce que je ne la comprends pas. Grand-mère et moi ne sommes pas uniquement venus du Québec pour fuir les villes et une existence vide de sens. Nous voulions explorer, voir des choses que personne n'avait jamais vues. Alexis commençait à s'ennuyer. Il y a à la surface une tempête qui ne devrait pas y être, expliqua Georges-Étienne. Personne n'est au courant de son existence, ni ne l'a encore vue de près. Aujourd'hui, on va regarder. Il l'avait découverte des années auparavant, en faisant descendre une sonde pour récupérer du matériel perdu, et l'avait retrouvée au même endroit au fil des ans. Pascal avait hérité de la curiosité de son père. Quelle que soit cette étrangeté au plus profond du Dhyana Chasma, il voulait lui aussi la connaître. Le chasma s'enfonçait de presque 3 kilomètres dans la surface, canyon sinuant sur 1000 kilomètres où la pression dépassait les 90 atmosphères. Les conditions météorologiques anormales régnant dans ces profondeurs fascinaient tout autant Georges-Étienne que Pascal. L'adolescent élargit la vue, mais zoomer davantage entraînerait de la pixelisation. Ils avaient construit la sonde avec du matériel de récupération, en ne l'équipant que du strict nécessaire. Un bon télescope n'avait pas semblé devoir en faire partie jusqu'à présent. « C'est une drôle de tempête, » dit-il doucement. « Il n'y a pas de nuages, l'air est transparent, et comme il fait trop chaud pour qu'il pleuve, elle est invisible, même de près. Il lui arrive de soulever de la poussière, mais la plupart du temps, elle est calme. »« Je ne la vois pas, » se plaignait Alexis en sautant des genoux de Pascal. « Elle est bête !»« Ne parle pas comme ça de la tempête de papa !» s'énerva Jean-Eudes. « Ça va, Jean-Eudes, » dit Georges-Étienne d'une voix apaisante. Il jeta un coup d'œil à l'écran, en essuyant ses mains pleines d'huile avec une vieille serviette. Encore quelques heures. L'image gagnait en piqué minute par minute. L'atmosphère s'épaississant, la sonde ralentissait de plus en plus. Pascal lui envoyait une commande. Braquée sur le sol, la micro-caméra pivota vers l'horizon. À des centaines de kilomètres de là, Mahat Mons dressait ses 5 kilomètres au-dessus de la plaine qui l'entourait. Son pic volcanique et ses replats brillants d'un givre composé de sulfure, de bismuth et de plomb. L'adolescent remit la caméra dans sa position initiale en direction des hautes terres d'Aphrodite Terra et des vastes étendues de rides irrégulières de Nuahin Tessera, dépourvues d'ombre et à une distance impossible. Ce sentiment de dépossession avait un sens pour lui. Il l'avait tous les jours dans les eaux, se réveillait tous les matins avec. Il flottait dans les nuages, s'y déplaçait, survivait, incapable de contact, comme dans l'attente de quelque chose d'inconnu. Les hauts plateaux comme Aphrodite Terra ne l'intéressaient pas, la vitesse du vent n'y dépassant jamais quelques mètres par seconde. La tempête de son père se trouvait plus bas que ça. Malgré des siècles d'exploration par satellite, des décennies de dirigeables à haute altitude et même des robots-rovers à la surface, les scientifiques continuaient à se demander quel processus géologique avait formé Dhyana Chasma.
Gouffre particulièrement profond, si proche de montagnes que, par endroits, le terrain descendait en pente droite sur presque 7 kilomètres. La sonde atteignit les 12 000 mètres d'altitude. La température extérieure était montée à 360 degrés Celsius, la pression à 40 atmosphères. « Voyons, Pascal, tu devrais avaler quelque chose, » dit Georges-Étienne. Jean-Eudes apporta une épaisse soupe à son frère, qui la mangea devant l'affichage. Il la mit de côté quand l'impatience le gagna, lui aussi, une fois la sonde à 4000 mètres d'altitude. Elle évoluait à présent dans une température de 430 degrés Celsius et une pression de 70 atmosphères. Très bientôt, cette pression serait telle que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère aurait des propriétés de fluide et serait capable de dissoudre les matières organiques, rendant Vénus encore plus hostile. C'était très étranger, même pour les colons qui vivaient dans les nuages. Georges-Étienne et Jean-Eudes se rapprochèrent. « Vas-y pas, » dit Pascal. « Garde l'œil sur la vitesse de descente, » indiqua Georges-Étienne. « Diminue-la une fois près de la surface, et attention au vent de travers. » L'adolescent voulait continuer à s'occuper du pilotage de la sonde, de toute manière en grande partie automatique. Mais il craignait de faire une bêtise. Ils avaient mis en jeu une grande quantité de métal, mais il connaissait les machines. Il les aimait, elles étaient belles, élégantes. Elles étaient ce qu'elles semblaient être. Elles n'étaient que surface. La vitesse de descente de la sonde diminua, l'atmosphère ne cessant de s'épaissir. Pascal braqua vers le nord-est une deuxième caméra. La vue rapprochée des pics et replats de Nuaïn Tessera était à couper le souffle. Il avait l'habitude d'un panorama de nuages à 360 degrés et de ne pas voir à plus de quelques kilomètres. Nuaïn semblait à portée de main, alors même que ses rides irrégulières se trouvaient à des dizaines de kilomètres. Fausse perspective. La vue ralentit encore. L'attente n'était plus interminable. Même Alexis était venu regarder l'écran, les bras sur l'épaule de Pascal. Le sol se rapprocha, tout en ligne nette et en cailloux, comme si la roche n'était brisée que depuis peu de temps. Sous l'effet du manque de pluie sur la planète, de la tectonique des plaques et même de la force des vents, les surfaces étaient soit acérées et fragmentées, soit d'une forme arrondie, de bulbe, celle adoptée par le magma au moment où il s'était figé, devenant roche. Juste au-dessus du fond, accidenté et caillouteux, de Dhyana Chasma, Pascal donna un brin de puissance à l'hélice. L'air était si épais, à 93 atmosphères de pression, que la sonde remonta un peu avant de reprendre sa descente paresseuse vers la surface baignée d'un invisible dioxyde de carbone supercritique. Quand elle toucha Vénus, le moniteur montra les grandes roues en fil de carbone ployer et reprendre leur forme. Le thermomètre indiqua 465 degrés Celsius. « Je ne vois pas ta tempête, papa, » dit Jean-Eudes. « Elle reste toujours près de la paroi nord du Chasma, » répondit Georges-Étienne. Il s'était posé près des coordonnées visées, à l'intérieur d'un canyon s'enfonçant de 3 kilomètres dans la roche de Rusalka Planitia, au sud de la Cérès Corona. Le sol dans Dhyana Chasma était inégal, parsemé de pierres de toute taille. Cela allait des petits cailloux pointus aux débris irréguliers que les glissements de terrain avaient détachés des parois abruptes. Pascal fit avancer le rover. Si sur la Lune, Mars et les astéroïdes, les colons disposaient de robots très autonomes, sur Vénus, aucun des matériaux nécessaires à la fabrication des processeurs ne survivrait à la chaleur de la surface ou à l'acide des nuages. Il fallait concevoir chaque appareil devant fonctionner à la surface avec le minimum de pièces mobiles ou intelligentes,
et n'incorporait aucun métal ni céramique qui se déformerait ou se dilaterait à la chaleur. Tout cela devant être importé, Pascal était le cerveau dans le rover, et il regardait par les caméras limitées de l'engin comme si, de derrière un rideau, il examinait un endroit magique. La paroi noire côté nord s'élevait jusqu'à sortir du champ de vision de Pascal. Il aurait voulu lever les yeux, mais la prudence recommandait de ne pas trop incliner les caméras vers le haut tant que l'on conduisait. Des millénaires d'effritement avaient laissé sur le sol du gravillon irrégulier, susceptible de se prendre dans les roues. Cela changea une fois le rover à proximité du mur du chasma. Au sud de chaque bosse et crête, on ne trouvait ni poussière ni cailloux, la poudre et les graviers s'étant rassemblés côté nord, comme sous l'effet du vent. Il ne devrait pas y avoir de vent du tout à cet endroit-là, dit Pascal en montrant à son père les captures vidéo. Ma tempête, répondit Georges-Étienne d'un ton feutré, qui dissimulait une excitation juvénile. Pascal agrandit une des images. À l'abri des rochers les plus lourds, des queues de vent s'étaient formées. De fines lignes blanches, grises et noires traversaient les tas de gravillons. Une tempête n'aurait pas laissé toutes les queues de vent alignées dans la même direction, dit Pascal. Et elle n'aurait pas eu le temps de trier les grains par taille. Face à ce mystère, il sentit croître son excitation. À cette pression, même un vent léger peut avoir de la puissance. Continue. On n'a qu'une heure ou deux avant de devoir remonter la sonde. Pascal se remit en route, bondissant par-dessus les crêtes et contournant les éboulis. La quantité de roches, de cailloux et de sable continuait à diminuer, comme si l'endroit avait été en partie nettoyé par le vent, laissant voir l'inégalité de la surface et d'immenses blocs de pierre de plusieurs tonnes. Georges-Étienne montra quelque chose sur le moniteur. Dans le sens de leur déplacement, un vent soufflait à 6 km/h, un peu plus vite qu'à la surface des hautes terres. Il aurait pu s'agir d'un léger effet de soufflerie, sauf qu'il ne suivait pas le chasma. Il allait vers le nord, vers la paroi. Ce n'était pas normal. La sonde ne disposait pas d'un microphone à proprement parler, mais l'épaisse atmosphère transmettait très bien les sons qui produisaient des vibrations dans la carapace rigide de la sonde. Quand Pascal eut soustrait les vibrations normales du moteur et les secousses dues à l'irrégularité du terrain, un gémissement grave subsista. « Ça fait un bruit de tempête !» s'exclama Alexis. « Possible que ce soit à ça que ressemble une tempête à la surface, » dit son grand-père. Un vent de 6 km/h ne semblait pas bien méchant, mais les 93 atmosphères de pression pouvaient le transformer en un irrésistible courant océanique profond, assez puissant pour renverser la sonde à la moindre inattention de Pascal. Une certaine nervosité s'emparait de lui. « On ne devrait pas sortir de là, pas ?»« Pourquoi ?» fit Alexis. « Il y a un problème ?» « Jean-Eudes, tu ne voudrais pas emmener ton neveu vérifier toutes les valves ?» demanda Georges-Étienne. « Oui, » répondit celui-ci, sourcils levés. « Mais c'est quoi le problème ?» pleurnicha le garçon. « Les valves, » insista son oncle. « On doit toutes les vérifier. Un boulot qu'il faut faire à deux. » L'air peu convaincu, Alexis suivit en traînant des pieds Jean-Eudes qui allait chercher des petites lampes pour effectuer la tâche qu'on leur avait confiée. À la surface, le vent avait forci à 8 km/h et la mollesse des commandes n'arrangeait pas la nervosité de Pascal. L'intérieur de la sonde n'était pressurisé qu'à 2 atmosphères. Aussi, sur la surface sombre, avait-elle une flottabilité presque neutre et une traction faible. Le vent la faisait dangereusement tanguer. « C'est trop rapide », estima Pascal. Son père zooma pour montrer un rocher brisé de presque 4 mètres de haut. Un abri. « Et si le vent tourne ?»
demanda son fils en pilotant la sonde dans le champ de roches sombres. « Il ne tourne jamais dans cette tempête. »« C'est impossible !» Il ne pouvait en dire davantage. Il fit prudemment virer la sonde en priant pour qu'elle ne verse pas. « Les tempêtes sont différentes ici, » expliqua Pa. « Elles ne sont pas causées par des courants de convection et des cellules de Hadley. On est les premiers à voir ça, les tout premiers, et on va découvrir comment ça fonctionne. » La sonde traversa le courant, ses roues peinantes et tressautant. Pendant quelques minutes, Pascal douta d'atteindre l'abri du rocher. Une pellicule de sueur se forma sur son visage. Mais il conduisit la sonde à l'endroit souhaité juste avant que le vent, de plus en plus fort, la fasse verser. Le soulagement le disputant à la terreur, il examina le moniteur avec Pa. D'autres gros rochers bloquaient la vue en direction d'une faible élévation où le vent emportait dans son sillage des tourbillons de sable et des éclats de roches. « On ne voit rien de là !» s'agaça Georges-Étienne. Un mystère planait à cet endroit, sur lequel cet écran était leur seule fenêtre. Comme une sorte de télescope qu'ils ne pouvaient pas déplacer, et ils l'utilisaient à sa résolution maximale, avec la paroi rocheuse de 7 kilomètres de haut, toujours à 150 mètres. Ce qui générait ce vent se dissimulait hors de leur champ de vision. Ils en étaient si près. « Calvaire !» jura Georges-Étienne. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lança Alexis de l'autre bout du Kozapskal des profondeurs. « Il y a que certains vont avoir des problèmes s'ils ne vérifient pas les valves, » avertit son grand-père. Le garçon passa la tête par le coin pour leur jeter un coup d'œil, puis disparut. C'était leur problème. Voir derrière quelque chose par l'intermédiaire d'une sonde 45 kilomètres plus bas. « Pa, il y a une caméra de rechange sur la sonde ?»« Rangée dans la trappe extérieure, normalement. »« Tu es prêt à prendre le risque de la casser ?»« Tu penses à quoi ?» Pascal s'expliqua non sans nervosité. Son père ne fut pas emballé. La manœuvre lui paraissait osée et les chances de réussite limitées. Mais il n'avait pas de meilleure idée, à moins de vouloir remonter la sonde dans la couche de nuages inférieurs sans voir où allait le vent. Si le mystère tenait Pascal entre ses griffes, il les avait enfoncés plus profond encore dans son père. L'adolescent ordonna à un des bras manipulateurs d'ouvrir un caisson extérieur, derrière lequel étaient stockées des petites clés anglaises, un câble, un bras manipulateur de rechange, une roue de secours et une caméra. Il attacha à l'intérieur du caisson à outils les 300 mètres d'un câble en nanotube de carbone, puis fit filer toute cette longueur par le bras manipulateur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les 2 extrémités fixées à la sonde. Le courant de dioxyde de carbone supercritique s'engouffra dans les boucles de câbles qu'il déroula davantage, les emmenant à toujours plus grande distance des gros rochers. L'étape suivante posait davantage de difficultés. La petite caméra était ancienne, simple pièce de rechange achetée au marché noir avec de l'eau et des métaux rares acquis à la dure. L'objectif en diamant industriel résistait à l'acide, mais se fissurerait malgré tout en cas de choc sous le mauvais angle. La batterie de secours tiendrait 1 heure. Elle avait de plus un émetteur d'urgence. Comme la plupart des dispositifs importants sur Vénus, les colons ne se fiaient jamais uniquement aux câbles. L'acide trouvait souvent le moyen de les atteindre et de les ronger. Un phénomène auquel il donnait le nom de « bébite », emprunté aux bestioles du Québec sur Terre. Pascal eut besoin des 2 bras manipulateurs pour fixer la caméra à l'axe de la roue de secours, puis pour attacher cet axe au bout du long câble en nanotube de carbone. Ces préparatifs lui prirent presque une demi-heure. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda-t-il en regardant la 2e vue dont il disposait à présent, fournie par le transmetteur de la caméra de rechange. La couleur avait légèrement viré au vert.
distorsion des circuits haute température qui frôlaient leurs limites de fonctionnement. « Vas-y », dit son père. Par l'intermédiaire d'un bras manipulateur, Pascal lança la caméra et l'essieu hors de l'abri du gros rocher. Ils n'allèrent pas loin. Le bras, peu puissant, lançait dans un milieu aussi dense que l'eau. À voir ce qu'elle montra, la caméra de rechange tournoya n'importe comment, puis descendit avec une lenteur circonspecte jusqu'à heurter le basalte dur. Elle rebondit une fois avant de rouler paresseusement sur elle-même. De la roche noire emplit les 2/3 de l'écran, mais une rotation vertigineuse fit ensuite pivoter la vue. Sous l'effet du vent de surface, la roue et par conséquent la caméra roulèrent, chancelantes, jusqu'à ce que la résistance du long câble incline cette dernière vers l'avant. Le poids du vent fit ensuite glisser la roue sur le sol, comme une encre flottante. La vue cahota sur la roche, la caméra restant la plupart du temps braquée vers l'avant. Elle contourna les rochers, ballottée par les tourbillons, pris de la vitesse. Arrivée au pied de la pente, le poids lent des 93 atmosphères de dioxyde de carbone la poussa inexorablement vers le haut. « Sapristi !» lâcha Georges-Étienne. « Tu as réussi !»« Réussi quoi ?» pleurnicha Alexis dans la cuisine. « Viens voir !» Le garçon accourut, suivi par Jean-Eudes, et s'ils ne manquèrent pas de produire des bruits de stupéfaction, ils ne tardèrent pas à trouver la vue moins remarquable qu'ils s'y attendaient. Poussée par le vent, la caméra remontait lentement la pente en sautillant, à faire tourner la tête. Alexis s'éclipsa dans sa chambre. Jean-Eudes repartit vérifier les valves. La caméra atteignit le haut de la pente, où apparut l'embouchure fortement érodée d'une grotte. L'image cessa sa progression. Mais le vent secouait latéralement la caméra. « On trouvera un moyen de traiter cette séquence pour en extraire des images fixes correctes, » dit Georges-Étienne. Pascal donna du mot au câble, si bien que la vue se balança plus frénétiquement dans le vent. De par sa densité et son poids, l'air, à 15 km/h, avait même davantage de force qu'un cyclone de catégorie 7 sur Terre. Et il s'engouffrait dans la grotte. « Où diable va tout cet air ?» demanda Georges-Étienne, stupéfait. « Il ressort peut-être par un trou plus haut, comme dans un terrier de marmotte. » Pascal ne répondit pas. Il arrivait à son père de faire des références à la terre de son enfance qui échappaient complètement à ses enfants. Mais l'atmosphère de Vénus, à cette profondeur, distribuait la pression de manière uniforme. Ainsi, une différence de pression avec l'autre extrémité du tunnel n'expliquait pas pourquoi le vent était aspiré dans ce trou, même s'il ressortait on ne savait pas comment 7 km plus haut au sommet de la paroi. « On ne voit pas dans le noir », se désola Pascal. Il ne s'était préparé à rien de tout cela. Parmi les rares fonctionnalités supplémentaires dont disposait la caméra de rechange figurait un capteur IR grossier, destiné à relever la température de son environnement plutôt qu'à prendre des images. En basculant sur cette vue IR, Pascal obtint une image floue et marbrée du monde. Impossible d'en tirer quoi que ce soit, à part que la grotte devant eux était fraîche par comparaison. 420 degrés, soit 60 de moins qu'autour de la sonde. L'adolescent montra l'indicateur de température. « Effet Venturi ?» avança Georges-Étienne en secouant la tête. « L'air se déplace tellement vite dans le tunnel que la pression et la température baissent. Je n'ai jamais rien vu de la sorte. » Pascal rebascula sur la vision normale. L'image était rayée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda son père. « Les secousses deviennent trop fortes ?»« Je ne sais pas, la transmission n'est pas terrible. Peut-être que le transmetteur nous lâche déjà. Ce n'est qu'une vieille caméra. Le transmetteur n'est pas fait pour porter aussi loin. »« Tu peux allumer ?»« La lumière n'éclaire pas beaucoup, et ça videra encore plus vite la batterie. »
On a déjà des problèmes de transmission et on ne voit pas à l'intérieur de la grotte. Jetons un coup d'œil vite fait. Je ne sais pas quand on aura l'occasion de revenir. Il y a bien plus de vent que je pensais. Beaucoup trop pour qu'on risque une sonde une deuxième fois. » Pascal alluma, ce qui, dans la pénombre extérieure, ne les aida guère. Mais il déroula ensuite lentement le câble. Aussi, la caméra, toujours ballottée par le vent, put-elle entrer dans la grotte. À 2 reprises, la roue de secours qui protégeait l'appareil heurta les parois. Mais l'objectif en diamant ne se fissura pas. La petite lumière oscillait à donner le tournis, montrant des vues partielles quasi aléatoires de la grotte. Pascal et son père n'avaient jamais eu quoi que ce soit comme ces parois sous les yeux. La roche basaltique, ancienne et volcanique, était polie, lisse. Tous ces affleurements et bosses émoussées. L'érosion. Ce qu'ils voyaient était le résultat d'une forte érosion. Les parois lisses reflétaient la lumière. Le vent avait frotté sur ces surfaces pendant des années, voire des siècles. Partout ailleurs, à la surface de Vénus, le vent dépassait rarement les 5 km/h dans le profond océan de dioxyde de carbone supercritique. Mais à cet endroit-là, il arasait depuis une éternité. Pourquoi ? L'image fut envahie de parasites, alors même que la caméra ne s'était pas encore enfoncée de 10 mètres dans la grotte. « On risque de perdre le signal sous peu », annonça Pascal en déroulant 5 mètres de câble supplémentaires. « Ça enregistre ?» demanda son père. « La caméra n'a qu'une minuscule mémoire tampon. Je lui ai fait stocker des photos et des mesures environnementales toutes les 10 secondes. » « Allons aussi loin que notre câble nous le permet, » décida Georges-Étienne. La roue de secours dans laquelle était installée la caméra se mit à percuter les parois de la grotte. « Chris !» s'énerva Pascal. « Il y a un tournant et on est pris dans les turbulences. » Il déroula plus rapidement le câble. Les images prirent du grain, mais la caméra se stabilisa, peut-être à l'abri d'un affleurement quelque part dans le virage. Elle oscillait paresseusement, ralentissant et ramollissant le câble jusqu'à se retrouver tranquillement braquée sur un creux de la paroi dans lequel s'étaient accumulés du sable et du gravillon. Parfois agité de petits mouvements furtifs comme du limon pris dans le vent, ce gravillon ne cessait toutefois de revenir dans la légère dépression sous l'effet des tourbillons. « Il me reste encore 15 mètres de câble. Tu veux les risquer ? » « Vas-y », répondit tout bas son père. L'adolescent ordonna à la sonde de dérouler ses 15 derniers mètres de câble. De nouveau, l'image tournoya à leur faire perdre leur repère tandis que le courant enfonçait toujours davantage la sonde dans la grotte, renforcée par des vents sortant de couloirs secondaires. L'image avait à présent tant de grains et de parasites qu'on ne distinguait plus grand-chose. Pascal bascula sur l'infrarouge. La température était descendue à 390 degrés, la pression à 50 atmosphères. Des conditions qu'il n'aurait pas dû rencontrer à moins de 9 km d'altitude. Ce qui en disait long sur la vitesse à laquelle le vent soufflait dans le tunnel. « Repasse en visuel », ordonna Georges-Étienne. « On n'y voit rien », fit Pascal en revenant à la vue oscillante et pleine de grains. Au moment où il déroulait la dernière longueur du câble, la caméra se jeta en tous sens dans un autre virage, derrière lequel elle se stabilisa au milieu d'un petit remous. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'étonna Georges-Étienne. L'oscillation avait cessé, mais les flocons de neige des parasites occupaient la majorité de l'écran. Une forme triangulaire se dessinait sous le limon. Puis, les parasites envahirent tout. Chapitre 6. Même en commençant à rembobiner le câble, Pascal n'obtint aucun signal de la caméra. Il craignit de les avoir perdus dans ce vent terrible, la roue de secours et elle, de ne pas avoir attaché correctement le câble.
Aucun travail de précision n'était possible avec des bras manipulateurs. À son grand soulagement, il vit alors, par la caméra principale de la sonde, roue et caméra de secours ressortir de la grotte. Il se servit des bras pour détacher la roue et tout ranger dans le caisson à outils. Le vent n'avait pas faibli. Il avait même forci à 11 km/h autour de l'abri offert par leurs rochers. Il fallait qu'il sorte la sonde de là. 45 km plus haut, le vent poussait inexorablement vers l'ouest le Kozabskal des profondeurs. Aussi, serait-il bientôt trop loin pour une récupération? Pascal accéléra au maximum les hélices de la sonde pour qu'elles jaillissent dans les airs. Dans 93 atmosphères de pression, le moindre tour d'hélice permettait de gagner de l'altitude. Mais la vue sur l'écran chancela frénétiquement, le vent aspirant la sonde vers la grotte. La paroi rocheuse approchait à toute vitesse lorsque la sonde ne fut plus qu'à 1 mètre de s'écraser dessus. Sa flottabilité, ainsi que son ascension, lui permirent enfin de s'arracher à ce courant d'air. Elle oscilla comme ivre au-dessus de Dhyana Chasma avant de grimper avec plus d'assurance. 1 heure plus tard, Georges Étienne sortit pour l'attacher au Kozabskal des profondeurs. Puis Pascal et lui lancèrent les moteurs à hélice de l'habitat pour rattraper leur troupeau, qui flottait à 14 heures de distance sous le vent. Georges Étienne rentra ensuite avec la roue de secours. En la prenant, Pascal fut un peu impressionné de tenir entre ses mains quelque chose qui avait voyagé sous la surface de Vénus. Elle était déjà éraflée et cabossée au départ, mais le vent l'avait décapée. La couche de carbone noir avait disparu, le métal en dessous était désormais poli et d'un brillant de miroir. Par curiosité, l'adolescent leva la bande de roulement devant son visage. Dans la surface courbe, il se vit étiré, tellement déformé que, pour une fois, il supporta son propre reflet. Ses yeux verts, agrandis, lui rendirent son regard. Son nez distendu dominait l'image. Ses longs cheveux châtains encadraient de très loin son visage. Il détacha la caméra endommagée. Chose remarquable, l'objectif en diamant avait survécu à tous les chocs. Il procéda au téléchargement des images. « Elles sont nettes !» s'émerveilla son père. Elles l'étaient autant que possible dans pareilles circonstances. Les images fixes, capturées toutes les 10 secondes, hormis celles abîmées à cause d'une mauvaise lumière ou de mouvements rapides, étaient plutôt de bonne qualité. Les flocons de neige ayant parasité le direct n'apparaissaient sur aucune. « Je me demande si le transmetteur a cramé, » dit Pascal. Il lança un diagnostic pendant qu'ils examinaient les images. Ils en avaient de bonnes, parfois floues sur les bords, des parois vierges. 3 de celles montrant le premier tourbillon et l'accumulation de limon valaient la peine d'être conservées. Elles auraient beaucoup de valeur pour des géologistes. Que pourraient-ils leur demander en échange? Ils en trouvèrent à la fin 2 captées dans le dernier tourbillon. Elles ne devaient leur grain qu'à la lumière faiblissante de la batterie presque vide. Il n'y avait pas de parasites, comme pendant le direct. Sur ces clichés en noir et blanc apparaissait, longue d'environ 4 mètres, une forme plate triangulaire, enfouie sous le limon. À son sommet, quelque chose de lisse qui n'avait rien de basaltique luisait en reflétant la lumière. « C'est quoi ?» demanda Georges Étienne. Pascal n'en avait pas la moindre idée. Aucun processus géologique de sa connaissance ne créerait un triangle isocèle parfait. Celui-ci n'était pas fait des mêmes matériaux que la roche. La chose ne pouvait qu'être artificielle. « Tu crois que les Russes… » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.